Ici, il n'y a pas d'enlèvement. Ici, il y a des martyrs. 63e cours de l'université Exodus, 72. La fin approche. Aujourd'hui, 2 cours on a. Physiognomonie et visagisme original. Ton apparence matérielle révèle qui tu es. Et le cours, qui s'en souvient? Personne ne change, on ne fait que se révéler. Tu sais ce que c'est, la physiognomonie? Tu as déjà regardé la série Litume? C'est un bon exemple cinématographique pour comprendre ce que c'est, l'importance de la physiognomonie. Regarde ne serait-ce qu'un petit bout de la série Litume. Ne me mens pas. Tu as déjà lu du matériel sur la lecture du visage, des lèvres, du corps? Tu as déjà été face à une gitane, une cartomancienne, une chiromancienne ou quelqu'un qui a lu tes mains? As-tu déjà été hypnotisé? Es-tu déjà tombé au sol dans une église? As-tu été en transe ou as-tu essayé de retourner dans le passé? Régression? As-tu déjà fait du yoga ou tenté un voyage astral? Une méthode pour sortir de son corps, une expérience de décorporation. Ou as-tu déjà consulté un iridologue? Tu as déjà entendu parler de paysagisme, enfin, de visagisme? Si l'une de ces choses t'est fanée hier, tous ces sujets sont liés entre eux. Le visagisme original. Le franc-maçon français Fernand a créé ce terme en 1936. C'est l'art de créer une image personnelle qui révèle les qualités intérieures de quelqu'un. C'est ça, le visagisme qui est très lié à la physiognomonie. La physiognomonie, quant à elle, est la science de déchiffrer le caractère et la personnalité d'une personne à travers son apparence. Tout ce que je viens de vous présenter, maintenant, c'est de la sagesse orientale. Pourquoi parle-t-on de sagesse orientale? Parce que les orientaux maîtrisent ce sujet depuis très longtemps. Cela m'est arrivé en Occident que par le biais de livres, et quelques personnes ici et là en ont connaissance. Des recherches menées sur des milliers et des milliers de personnes, et sur des milliers et des milliers d'années. Tout ce que je vais dire est bien documenté. Et s'il vous plaît, surtout, ne vous méprenez pas, en pensant qu'il s'agit de l'opinion du professeur Akio. Je ne suis pas ici pour parler de suppositions ni d'opinions personnelles. Donc, si vous vous sentez offensé, c'est que vous êtes immature, enfantin, et que vous n'êtes pas là pour évoluer. Tout ce que je dis n'a rien de personnel, évidemment. Tout ce que je dis s'inscrit dans un ensemble, dans une vision globale de l'apparence. Alors, ne regardez pas en disant « ça ne colle pas ». Ça ne colle pas parce qu'il s'agit d'un ensemble d'apparences. Donc, on commence bien, pour éviter les problèmes. On y va? Les 4 éléments ne forment pas seulement le corps humain, ils représentent aussi des régions vitales du corps. Quels sont les 4 éléments? Numéro 1. L'on représente les reins, qui sont des organes vitaux, n'est-ce pas? Rogna. La terre, le foie, la rate et le pancréas, ce sont des organes vitaux. Le feu représente le cœur. Regardez, Dr Enrique, Dr Inès. Et l'air représente le poumon. S'il y a bien un organe vital, c'est le poumon. Nous avons déjà perdu de nombreux élèves qui nous attendent dans l'éternité, à cause de problèmes pulmonaires, de problèmes rénaux, pancréatiques. Lèvres. C'est écrit sur le front, comme on dit, non? Sur le front, on peut identifier la capacité intellectuelle. Saviez-vous qu'on peut reconnaître cela, rien qu'à la taille, au volume et à la forme de votre front? Qui se souvient du Tevla? Où va-t-il se trouver? Et spirituellement, c'est aussi là. Et ne venez pas me parler seulement de la marque de la bête, parce qu'en réalité, ceux qui régneront avec Jésus auront aussi un signe. Sur le front. Le front est un grand élément d'identification. Et il n'est même pas nécessaire que ce soit technologique. Car avant que la technologie n'arrive sur nos fronts, Dieu avait déjà créé une technologie sur nos fronts. Comment? Qui ici a déjà été traité de nos gros fronts? À ceux qui ont un grand front, je dis, réjouissez-vous. J'ai de bonnes nouvelles pour vous. Mais avant, je voudrais demander aux filles, j'ai vraiment besoin de vous aujourd'hui. Chaque fois que je parlerai de quelque chose, si vous pouvez, il faudra être très rapide. Vous allez sur Google, gardez déjà une fenêtre ouverte. Trouvez l'image de ce dont je parle, mettez-la dans la section images et faites-moi signe avec la main. Tu veux y aller? C'est avec. Vas-y alors. Faites-le toutes les deux, et tenez-moi au courant. Parce que si vous faites ça, au moins à certains moments, on ne pourra pas le faire tout le temps, parce qu'il y a trop de choses.
Mais comme ça, les gens pourront mieux s'identifier. Qui a un grand front ici? Les cheveux sont très importants pour savoir où commence et où finit le front. Donc, ce sont les cheveux, sans franges, qui vont déterminer où commence et où se termine le front. Qui parmi vous a un grand front? Dans ce cas, les filles, il suffit de taper sur Google « grand front ». La photo apparaît. Ceux qui ont un grand front ont une excellente capacité de création et de mémoire. Pourquoi penses-tu que tu as un grand front? Parce que tu es un cerveau. Aussi incroyable que cela puisse paraître, le front n'est pas déconnecté. Le front révèle que tu as vraiment une grande capacité de création. Les personnes qui ont un grand front, en général, gardent la langue sortie de la bouche, signe de créativité. Je dis toujours, n'est-ce pas, que quand quelqu'un va jouer au billard, il va se concentrer. Je fais ça, parfois, ou quand quelqu'un est en train de peindre un tableau. Il sent la langue. Pourquoi? On a tendance à être plus progressiste, à évoluer plus facilement. Si jusqu'à aujourd'hui on t'a traité de grosse tête, sache que tu as une capacité supérieure à la leur. Donc, voilà le bon côté du fait que tu sois un testudo. Un très bon côté. Ceux qui ont un large front savent aussi vivre en harmonie avec les autres. C'est-à-dire, si elle est large, c'est parce que la personne est ouverte, flexible, a un grand cœur qui peut accueillir beaucoup de monde. Le défaut probable, c'est qu'on peut être très déconnecté, à cause de la grandeur du front. Très porté par l'émotion, très émotif, émotionnel. Vous voyez, le physique révèle. Le métaphysique, même en physiognomonie. Vous allez comprendre tout de suite que la protubérance physique révèle la protubérance. Métaphysique, c'est incroyable. Tout ce que tu as de saillant, de protubérant, est un signe de Dieu, de tes aptitudes. Tout ce qui est grand dans ton corps représente aussi ta force métaphysique, mais de façon duale. Tout ce qui t'avantage se condamne aussi. Qui ici a un front étroit? Ceux qui ont un front étroit n'acceptent pas bien les idées et les pensées différentes. Il a du mal à vivre avec les autres, a tendance à avoir moins de maîtrise sur son ego. Cependant, il est extrêmement joyeux. Il est très bon en logique, discernement, calcul. Tout ce qui concerne l'intellect, la raison, le raisonnement, l'analyse de données, les tableaux. Qui, ici, a un front? La personne au front possède une remarquable capacité intellectuelle, une grande spiritualité et une compréhension philosophique profonde. Donc, ceux qui ont un front est bon en philosophie. Alors, tu vois la différence? Les personnes au front sont généralement douces, compréhensives et veillent à l'éthique, à la morale, mais elles sont têtues, obstinées. Ensuite, vous pouvez faire quelques recherches là-bas pour voir lequel vous teste vraiment. Si vous avez un doute. Et qu'en est-il de ceux qui ont le front bas? Ceux qui ont le front bas ont généralement tendance à être matérialistes ou à ne croire qu'aux choses palpables. Alors, regarde, ce grand front. Ce grand front-là représente une grande créativité. Ceux qui ont une racine basse, un front bas, ont généralement une tendance naturelle à être matérialistes ou ne croient qu'aux choses palpables, ils ont besoin de toucher pour croire. Le Tomé est une personne déterminée, mais il ne croit que ce qu'il voit. Il faut le traverser seul pour apprendre. C'est un entrepreneur, il peut créer une entreprise, car il poursuivra ses objectifs. Mais il souffrira pour se détacher du matériel et devenir auto-altruiste. Alors je veux que vous commenciez à vous identifier et à le dire dans le chat en disant telle personne, moi. Je suis vraiment comme ça. Les cheveux. Les cheveux reflètent le type de pensée. Qui ici a les cheveux lisses? Vous avez remarqué que le front reflète quoi? Qu'est-ce que j'ai dit que le front reflète? La capacité intellectuelle.
Et les cheveux reflètent quoi? Les pensées. On va parler des pensées. Tes cheveux, rien qu'en regardant tes cheveux, on peut deviner tes pensées. Qui ici a les cheveux lisses? Les cheveux lisses montrent que la personne a une pensée linéaire. Elles sont objectives. Elle est extrêmement objective. Elle est claire, directe, pragmatique. Qui ici a les cheveux bouclés? Merde. Les cheveux bouclés montrent que la personne revient très souvent sur des sujets du passé, ce qui peut être simplement de la mémoire ou entraîner une dépression. Ceux qui ont les cheveux bouclés ont tendance à la dépression. Et si ce n'est pas la dépression, c'est qu'ils sont victimes d'un manque d'estime de soi, comme on l'a dit dans le cours précédent, le 62. Ils se rabaissent toujours et disent « je vaux moins que les autres ». Les personnes aux cheveux bouclés, lorsqu'elles parviennent à faire cette métanoïa, arrivent à s'en sortir. Mais malgré tout, il faut toujours les valoriser pour qu'elles se sentent bien. Les rousses et les roux sont des personnes qui ont tendance à être explosives, des cheveux de feu, sanguines, généralement révoltées, réactionnaires face à la vie qu'elles mènent. Mènent sans le savoir. Rauve enfin. Mènent sans être rousse, ici c'est une erreur. Mènent sans être rousse, mais en ayant envie de l'être. Et chaque fois que tu peux, tu te teins en rouge, cet esprit-là, c'est le même qu'une rousse qui vit en toi. Je veux être clair, quelqu'un va dire « Professeur, je ne suis pas roux, donc ce n'est pas pour moi ». Si tu te teins toujours les cheveux en rouge, ou si tu l'as toujours fait, si pendant longtemps tu t'éteins les cheveux en rouge, et que chaque fois que tu peux, tu le fais, l'esprit de la physiognomonie, c'est le tien, même si tu es autre chose. Si la personne ne se voit que comme blonde dans le miroir, alors c'est à toi que je parle, la blonde. Même si tu n'es pas née blonde. Si tu ne te vois qu'avec les cheveux noirs, brune, tu es blonde mais tu ne l'acceptes pas, tu veux être brune. Alors, c'est toi. Et quand je parlerai ici de cheveux bruns ou d'aspect brun, alors c'est pour toi. C'est l'esprit de la personne, ce n'est même pas forcément l'aspect génétique. Où sont les blonds? Et les blondes? Les blonds et les blondes sont généralement plus en manque affectif, avec plusieurs crises émotionnelles. Et toi, Daniel, qui est un petit roux? Tu t'enflammes parfois ou pas? Presque toujours. Professeur. Le feu ou pas? Le bon côté de ça, c'est que, si tu sais utiliser ce feu, n'est-ce pas? Illuminé, brune et brun, 50% d'égaux, apprenez. Blonde et blond, 60% d'égaux. Rousse et roux, 70% d'égaux. Le roux souffre davantage. Regardez les Anglais. Mais ce sont eux qui détiennent les brevets, les créateurs, ils sont évolués. Les roux sont de grands leaders mondiaux, mais ils souffrent plus à cause de leur ego. Ceux qui ont une origine africaine, une matrice africaine, ont moins tendance à l'ego, ils ont plus de facilité à surmonter leur ego. Origine indigène et africaine, peau jaune, métisse ou noire, ils ont plus de facilité à vaincre leur ego. En revanche, les blondes et les blonds, eux aussi, ont du mal à surmonter leur ego, tu vois. Tendance, contrepoids, compensation de la création de Dieu. Cheveux noirs. Ce sont des personnes extrêmement déterminées, mais elles doivent apprendre à être actives et à ne pas souffrir d'eux. Pombisme, les amis. On a parlé des cheveux bouclés, regardez, les rousses, les blondes. Les miennes sont en train de les mettre, mais elles sont en retard. Elles souffrent de pombisme. Pourquoi, les amis? Qu'est-ce que c'est, le pombisme? Il manque un peu de serpentiser là, non? La personne qui a les cheveux noirs est très gentille. Mais la vie n'est pas faite pour les gentils, n'est-ce pas? Allez, il faut équilibrer tout ça. Cheveux hérissés. Ce sont des personnes électriques, hyperactives, qui produisent beaucoup, mais qui doivent trouver un équilibre. Ce n'est pas forcément naturel. Elle aime avoir les cheveux hérissés. Cette petite mèche en l'air, les cheveux en pétard, la personne a toujours les cheveux dressés, ce sont des gens électriques qui ne tiennent pas en place, hyperactifs. Tu vois, c'est difficile de retenir ces personnes, tu sais, elles ne se calment jamais.
n'est-ce pas? Les cheveux courts indiquent des personnes qui ont du mal à recevoir des ordres. Elles ravalent, n'est-ce pas? Elles ont du mal à ravaler leur ego. Ce sont des leaders, elles peuvent servir, aider, mais elles n'acceptent d'être dominées par personne. Et, en général, elles vivent seules. Mais ce sont les plus dévouées et les plus assidus dans ce en quoi elles croient. Tu as déjà vu ces catholiques qui vont à la messe avec les cheveux très courts? Ce sont les personnes les plus dévouées qui existent. Plus les cheveux sont courts, plus elles sont dévouées, plus elles sont assidues. Cependant, personne ne leur donne d'ordre. Personne n'ose leur adresser la parole. Ah, non. C'est ça. Les cheveux longs indiquent des personnes plus enclines à recevoir des ordres. C'est-à-dire, les personnes aux cheveux longs arrivent davantage à céder, gèrent mieux leur ego, se lient plus facilement aux autres, supportant l'énéagramme de Dieu, le spectre de Dieu, avec 72 types de personnes. Azuredele. Votre visagisme, c'est-à-dire votre coupe de cheveux, révèle qui vous êtes. Vous le saviez? Regardez, plus les cheveux sont longs, plus les cheveux sont courts. Professeur, je suis né avec peu de cheveux. C'est ça, la génétique est essentielle, mais l'esprit l'est encore plus. L'esprit est immuable. C'est vraiment l'esprit qui détermine. L'esprit des cheveux longs ou l'esprit des cheveux courts? J'ai les cheveux courts. Alors, c'est ça ton esprit. Plus de cheveux. Moins d'ego. Moins de cheveux. Plus d'ego. Et vous allez entendre ça tout le temps ici. Mais tout le monde a de l'ego et tout le monde doit le surmonter, bien sûr. Les chauves ont tendance à être, ou à vouloir être. Ils veulent être des leaders. Ils n'acceptent pas d'être en dessous. Ils souffrent beaucoup à cause de l'ego. D'ailleurs, les Chinois disent que les cheveux tombent en révélant la personnalité individuelle. Cependant, s'ils arrivent à maîtriser leur ego, ils deviendront de grands leaders. Vous pouvez remarquer que les grands leaders du monde, presque tous sont chauves. Tu as déjà vu les personnes les plus riches du monde? Presque tous sont chauves, presque tous. Ou beaucoup, disons beaucoup, n'est-ce pas? Cheveux blancs. Qui a des cheveux blancs ici? Je parle des cheveux blancs par génétique, déjà à un jeune âge, pas ceux dus à la vieillesse. Ce sont des personnes qui, à travers la souffrance, ont vaincu leur ego, se sont effacées, ou ont plus de facilité à le faire. Elles ont tendance à s'effacer pour défendre quelqu'un, la famille, un groupe, une mission. Donc, les personnes qui ont eu les cheveux blancs très tôt, à 30, 40, 50 ans, sont des personnes qui ont plus de facilité à, eux, mettre leur ego de côté au profit du collectif. Les sourcils. On passe aux sourcils épais et denses. Sourcils épais et denses. Plus les sourcils sont épais, plus la personne est déterminée. Regardez, les cheveux en pétard. Là. Ah là là. Les filles. Là, non, à les filles. Plus les sourcils sont épais, plus la personne est déterminée, forte et a un ego important. Moins il y a de sourcils ou plus ils sont subtils, fins, plus ce sont des personnes fragiles, sensibles et avec un ego faible. Qui ici a les sourcils fins? Elles ont tendance à l'apathie, à l'inertie, mais ce sont des personnes plus calmes, avec une tendance libérale. Ces personnes qui ont les sourcils très fins ont une tendance libérale. Rien qu'en la regardant, je sais déjà qu'elle est libérale. Pendant que je vous parle, il y a plein de personnes qui me viennent à l'esprit. Elles ont aussi tendance à avoir des addictions, mais elles savent très bien ce qu'elles veulent dans la vie. Ce sont des personnes déterminées, de bonnes personnes qui aident les autres, mais qui ont une tendance au libéralisme. Attention, il faut trouver un équilibre. Vous voyez, ce sont des points de globalité physique. Qu'est-ce que c'est que ça? Il est nécessaire de regarder l'apparence de façon holistique pour avoir une vision la plus vraie possible de soi-même ou des autres. Certains disent « Je ne m'accepte pas tel que je suis ». C'est vrai ou pas? Je n'aime pas mon manteau. Il est trop grand, je n'aime pas mes oreilles, elles sont trop grandes.
Eh bien, sachez que, selon la psychologie faciale, plus les parties de votre corps sont grandes, plus vous avez de vertus, de capacités, de dons, de compétences, vous le saviez? Par exemple, allons-y. Des sourcils épais et en désordre. Vous voyez ces sourcils mal alignés? Qui en a ici? En général, ce sont des personnes conflictuelles qui n'arrivent pas à se débarrasser des conflits. Elles ont besoin d'évoluer, de canaliser cette énergie vers des missions de vie. Maintenant, quand je dis cela, je veux aussi dire que si cette personne parvient à canaliser cette énergie qui la pousse au conflit, elle pourra en faire quelque chose de très positif. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tout ce qui naît en nous, si c'est très négatif, peut être canalisé, alchimisé. Si quelqu'un ne comprend pas le mot canaliser, cela veut dire changer complètement dans le bon sens. Si quelqu'un ne comprend pas ce que veut dire alchimiser, c'est transformer. Alchimiser et canaliser, cela vous apporte de très grands bénéfices différents de ceux des autres. C'est-à-dire, ce qui est mis comme un maléfice est, en réalité, un bénéfice. Qu'est-ce qu'il faut alors changer? Regardez, Edilson dit là-bas que ses cheveux ont commencé à blanchir à 20 ans. Vous voyez? C'est ça. Et si les sourcils se rejoignent à la racine du nez? Vous voyez ces sourcils qui se rejoignent ici? En général, ce sont des personnes jalouses de leurs affaires, pas du conjoint ou de l'autre, mais jalouses de leurs propres affaires. Très attachées au matériel qu'elles ont acquis avec difficulté. À ce qu'elles obtiennent en travaillant, elles y tiennent énormément. Ce sont des personnes de caractère, mais elles peuvent facilement se faire avoir lors d'une vente, par exemple. Les sourcils proches des paupières. En général, ce sont des personnes ambitieuses, déterminées, très anxieuses pour l'avenir. Mais elles vont souffrir à cause de cette préoccupation excessive pour demain. Pas du tout ouvertes avec leurs secrets, non. Oui, réservées, c'est une erreur ici. Réservées avec leurs secrets, elles ne se confient pas, réfléchissent beaucoup, n'arrivent pas à organiser leurs pensées, ni à contrôler leur esprit. Les sourcils éloignés des paupières, ce sont des personnes, en général. Regarde ce sourcil fin-là. Libérale, tu vois? Ce n'est pas évident qu'elle est libérale? Les personnes avec des sourcils fins, plus c'est fin, plus elles sont libérales. Ce sont généralement des personnes indécises, timides, fragiles, naïves, innocentes, et qui auront vraiment besoin d'évoluer pour se protéger du terrible monde du jugement. Parce que ce sont des personnes qui peuvent être des proies faciles pour des hommes mauvais, pour des personnes mauvaises, surtout dans le domaine des relations. Les yeux. Les yeux sont les points les plus importants à observer dans la lecture physionomique, ou la physiognomonie. Les amis, regardez quelle chose merveilleuse je vais vous dire. Vous avez vu comment j'ai commencé. Ce cours ou pas? J'ai parlé de chiromancie, de cartomancie, des gitans, et j'ai tout relié à la physiognomonie. Alors parfois, quelqu'un demande, pourquoi le professeur a-t-il fait le lien avec la prophétie et tout le reste? Parce que lorsque vous avez cette connaissance, que vous avez apprise en observant les autres, parce qu'on peut faire de la magie, rien qu'en observant, n'est-ce pas? Je ne sais pas, on n'a jamais suivi de cours de magie. Mais rien qu'en voyant quelqu'un faire un tour, on l'imite et on fait pareil. Et on le fait pour les autres, n'est-ce pas? Plus vous êtes autodidacte, plus vous arrivez à reproduire, et les gens sont autodidactes. Si tu nais dans une famille de gitans, tu vas apprendre tout ça, tu vas observer comment ta mère fait, comment ta tante a fait, comment ta grand-mère a fait. Les gens qui vont à l'église n'observent-ils pas comment la tante prophétesse a fait, comment elle prophétise, tu vois? C'est vrai ou pas? On observe comment la grand-mère fait, comment la mère fait, et on fait pareil. On reproduit. Ce que j'essaie de dire, c'est que ce savoir, qui est absolument scientifique, c'est-à-dire de la connaissance, de la sagesse, est utilisé au nom du mysticisme, au nom du Saint-Esprit, de Elorixa, de Dieu, des anges. Tu comprends? Alors la personne va dire. Dieu le dit, la religion le dit. Mais en réalité, c'est juste un savoir. Si tu possèdes ce savoir, tu arrives à bien observer la vie des gens et à viser juste. Les yeux sont les points les plus importants, non? Et en parlant Dieu, regardez ça, c'est révélateur.
Quand une personne a les yeux rapprochés, regarde comme c'est beau ici. Quand une personne a les yeux rapprochés, cela indique quelqu'un de rationnel, réaliste et généralement mélancolique qui a vraiment besoin de l'aide des autres, n'est-ce pas? Je te dis, quand quelqu'un a les yeux très rapprochés, écoute bien, ça veut dire, mesdames et messieurs, regarde ça, tu comprends que si les yeux sont rapprochés, c'est une personne qui a vraiment besoin des autres. Elle a un grand manque affectif. Regarde comme c'est intéressant. Maintenant, si tes yeux sont éloignés l'un de l'autre, regarde comme c'est incroyable. Les regards distants révèlent une tendance psychologique plus insensible, plus froide, plus indépendante. Cette personne se débrouille bien toute seule. C'est-à-dire, rien qu'avec l'écartement des yeux avec lequel tu es né. Tu sais déjà si tu te débrouilles bien seul ou pas, ou si tu as besoin de ceci ou de cela. Donc, si les yeux sont écartés, selon la distance, cela représente ta. Quand tu vois quelqu'un avec les yeux très rapprochés, fais-lui un câlin et dis, viens là, toi, l'indépendant affectif, VE. Il va falloir évoluer pour comprendre l'amour originel. Maintenant, quand tu vois des yeux très éloignés l'un de l'autre, ne fais même pas de câlin, la personne va dire que c'est du harcèlement. Je n'ai pas besoin de ton câlin. Va-t'en. D'ici. Plus les yeux sont proches l'un de l'autre, plus la personne est sensible, altruiste, aimante. Elle réfléchit avant de parler, ne blesse personne, essaie de ne blesser personne, mais s'émeut. Facilement. Petit nez, qui a un petit nez ici? Au contraire, ce sont des personnes fragiles qui doivent beaucoup évoluer pour surmonter l'épreuve. Un nez concave ou convexe, c'est-à-dire tourné vers le haut ou vers le bas, ce sont des personnes qui ont du mal à tolérer, à pardonner, qui sont anxieuses, impatientes et qui ont besoin de trouver un équilibre. Il en va de même pour les personnes dont les narines sont inclinées vers le haut. En revanche, celles qui ont les narines tournées vers le bas sont très exigeantes envers elles-mêmes. Les personnes qui ont les narines basses devront apprendre à gérer cela et à s'accepter. Des narines droites et horizontales sont le signe de personnes équilibrées. C'est intéressant, non? Si la narine est droite, ni vers le haut, ni vers le bas, alors la personne est équilibrée, patiente, elle recherche la cohérence. Si la narine est droite, ce sont des personnes qui recherchent l'équilibre et la cohérence. Si le nez est concave, sur la partie supérieure, ce sont des personnes organisées. Ces photos arrivent toutes en retard, je les mets ici, plus personne ne comprend rien, n'est-ce pas? Bon, passons aux sourcils maintenant. Il faut que ce soit au bon moment, évidemment, légèrement ondulaire, voilà, onduleux. Tu vois? Arrondi, quel est ton sourcil là? Il y a 7 types de sourcils. Je disais, nez concave sur la partie supérieure, ce sont des personnes organisées, mais elles ont du mal à produire parce qu'elles ne font pas confiance à leurs propres dons. Parfois, elles ne connaissent même pas les dons qu'elles possèdent parce qu'elles ne croient pas dans elles-mêmes. Regarde ça. Nez concave sur la partie inférieure, ce sont des personnes têtues et impulsives, elles doivent canaliser cela pour le bien. Incroyable, mais les chefs de tribu étaient toujours choisis en fonction de la taille de leur nez, tu savais ça? Il n'existe pas de chef de tribu qui n'ait pas un grand nez. Pour être chef de tribu, il faut avoir un grand nez. J'aurais bien réussi. Alors, Les Juifs et les Arabes. Les Juifs et les Arabes ont presque tous un grand nez. Le nez, c'est un grand pouvoir, n'est-ce pas? Regarde les accords d'Abraham, là-bas, quand tu regardes les accords d'Abraham, il n'y a que des gens avec un grand nez. Les lèvres, elles sont analysées en delta. Tu savais que tes lèvres sont en forme de delta? Largeur, ligne et hauteur. Allez, une bouche avec les coins relevés. Ce sont des personnes qui adorent sourire, profiter, optimistes, fières, sociables. Les coins vers le bas, elles sont mélancoliques, ont peur, sont fermées et n'ont pas confiance en elles. Lèvres entr'ouvertes. Elles sont calmes, impulsives et parfois même agressives. Il y a des types de nez, regardez. Tu vois? Maintenant, parlons de la bouche. Inquiète, impulsive et parfois même agressive, mais elles sont très fragiles et ont besoin d'amour pour surmonter l'épreuve. Les personnes avec les lèvres entrouvertes. Oui, elles auront besoin de beaucoup d'amour pour réussir. Quoi? À cause des crises de fragilité.
constante. Tout ça, les amis, tout ce que je dis, ce sont des tendances. On est né comme ça. On est né comme ça. Ce qui peut permettre d'en sortir et d'éviter. Cela, c'est elle, évolution. C'est pour ça qu'il faut évoluer. Il faut évoluer, sinon tu restes esclave de ça pour toujours. Les lèvres ridées, elles ne se blâment jamais elles-mêmes, c'est toujours la faute des autres. Stressées, elles souffrent de l'ennui, elles auront vraiment besoin de vérité pour se dépasser. En général, ce sont des personnes très belles. C'est justement pour cela qu'elles vont souffrir, à moins de vaincre leur ego. Lèvres supérieures saillantes, ce sont des personnes simples, généreuses, qui détestent l'injustice. Généralement charitables, qui souffrent à cause de la sensualité. Lèvres inférieures saillantes. Elles ont du mal à évoluer et à apprendre. En général, elles ont des problèmes intestinaux. Lèvres charnues, elles auront du mal à surmonter les plaisirs matériels. L'attrait de l'illusion, le show de Truman, elles ne veulent ni responsabilité ni souci, elles vivent à la recherche du plaisir personnel et seront facilement séduites à moins de vaincre leur ego. Menton, pas sur le menton. Regardez les types de bouche. Qui parmi vous a des lèvres arrondies, fines, petites, tombantes, charnues? Menton large, carré et osseux. Ce sont des personnes ambitieuses qui auront besoin d'évoluer pour apprendre à se comporter. Plus le menton a d'angles, plus il y a d'ego. Les mentons carrés avec des coins arrondis appartiennent à des personnes équilibrées, patientes. Tu vois comme c'est intéressant ce que Dieu a fait. Non. Carré, plus égaux. Ce menton vraiment très carré. En général, ce sont des personnes costaudes avec de l'ego. Quand le menton est plus arrondi, que tu vois un menton plus rond, c'est une personne plus facile à vivre, plus flexible. Tout ce qui est plus circulaire. Tête ronde, tête ovale. Menton ovale, tout ce qui est circulaire, nez ovale, tu vois, toutes ces choses ovales, sphériques. Tu dis, waouh, quel nez en patate. Et ces personnes-là, tu vois, elles subissent du harcèlement. Ces personnes sont faciles à vivre. Elles sont aimables, douces, parce qu'elles sont plus rondes, tout ce qui est plus flexible, circulaire. Maintenant, tout ce qui est plus carré. C'est carré, c'est plus difficile. Et encore plus si la personne a le menton carré et les cheveux blancs, alors là, ce sont des gens qui ont du mal à pardonner. Un menton étroit et fin, ce sont des personnes timides, affectueuses, sensibles et intelligentes, mais qui se vexent facilement. Un menton avec une fossette verticale. Ce sont des personnes qui changent beaucoup d'avis, qui ont tendance à. La constance. Quand tu vois ce petit creux ici, tu sais, cette fossette verticale. Fromage avec beaucoup de. Un menton très proéminent. Qu'est-ce que c'est, ce menton proéminent? Voyons voir. Elles ont une tendance pour la vente, des professions de persuasion. Mais elles auront vraiment besoin de vérité pour vaincre l'ego et l'avarice. Donc, quand tu vois quelqu'un avec un menton très proéminent, c'est le signe que cette personne a de l'habileté pour la vente. Ce sont des personnes qui aiment s'opposer à quelque chose juste pour paraître sages. Mais si elles parviennent à vaincre leur ego, ce menton proéminent représente aussi l'excellence dans l'art de persuader, pour convertir en changeant les gens et les idées. Donc, quand tu vois une personne avec un gros menton, un menton proéminent, cette personne a une vocation, un appel naturel à enseigner, à être professeur. Regarde, un gros menton, il faut avoir un gros menton. Avec un gros menton, on va y arriver. Garde cette image en tête, ce n'est pas encore le moment, mais ici il y a aussi les types de visages. Je vous montrerai ça plus tard, ce n'est pas nécessaire pour l'instant. Ce que je veux, c'est le menton, voilà, le menton, regarde. Regarde cette personne-là, le visage carré, celui-là, il donne du fil à retordre. Celui-là a de l'ego. Rien que l'ex dans le pantalon. Ceux qui ont un visage plus arrondi là-haut, ces trois-là, ce sont des personnes plus faciles à gérer, tu vois. Alors, vous avez déjà regardé votre menton? Vous n'allez pas rester indifférent. Vous avez peur? C'est ça? Regardez votre menton. Les oreilles. Avoir de grandes oreilles signifie que vous allez devoir souffrir pour vaincre votre ego. Petites oreilles, moins d'ego, plus de facilité à vaincre le matérialisme. Ceux qui ont de grandes oreilles, facile, il va falloir beaucoup évoluer. Les dents.
L'arcade supérieure représente les relations avec la mère, tu savais ça? Regarde comme c'est intéressant, Clarisse. L'arcade supérieure représente les relations avec la mère, les amis. Des dents supérieures projetées vers l'avant peuvent signifier une éducation maternelle. Trop gâté. Les filles ici le savent, j'ai déjà vu beaucoup de gens avec ces dents projetées vers l'avant. Je dis, voilà le petit gâté. Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est incroyable. Regardez ici. Nous ne sommes pas un corps, nous sommes un esprit incarné dans un corps. Vous le savez, une étincelle de Dieu nous a été prêtée, nous sommes un esprit incarné dans un corps loué, un corps emprunté. N'est-ce pas? Oui. Ainsi, lorsque l'esprit des tout petits bébés entre là-dedans, il s'adapte à cette incarnation et ensuite, il évolue à l'intérieur, il évolue et réagit au filtre. Il se matérialise, il s'extériorise. La chair se modèle en fonction du travail que l'esprit effectue à l'intérieur. Alors, si l'esprit gémit, si l'esprit est en colère, réactif, vindicatif, hostile, si l'esprit est calme, pacifique, si l'esprit est stagnant, si l'esprit est agité. Ce que l'esprit fait dans la chair, vous n'en avez pas idée, mais tout finit par s'extérioriser. Il y a donc la génétique qui provient de ce que votre père et votre mère étaient spirituellement. Donc, parfois, votre nez, votre bouche, vos dents, votre corps, vos cheveux, c'est ce que votre mère et votre père ont fait toute leur vie spirituellement, qui s'est matérialisé en vous. Mais à partir de là, ce que fait aussi votre esprit se matérialise en vous, vous façonnant. Par exemple, supposons que vous ayez tout le temps l'attitude égotique, d'énerver, le menton, de faire preuve d'arrogance, ou votre langue qui bouge tout le temps sur vos dents, ou vous grassez des dents, ou certains gestes. Vous n'arrêtez pas de bouger les yeux, de bouger les dents, vous n'arrêtez pas d'eux. Tout dépend des mouvements que vous faites depuis l'enfance, je parle, les amis, depuis tout petit, bébé. Vous savez ce qui se passe? La formation de vos dents, par exemple, sera exactement le reflet de l'agitation de votre esprit à l'intérieur qui a modelé, formé ce corps. Et rien qu'en regardant la dentition de quelqu'un, on peut voir comment a été son enfance. Vous avez compris cela? Parce que votre esprit n'a à l'intérieur, il est agité. Et il bouge, il va façonner la formation des dents. Les rides, ton irritation, comme ça, tu vois, avec le temps. Les personnes qui restent tout le temps comme ça, à froncer le front ici, ça finit par se rider à force de temps de préoccupation. Les personnes calmes ont seulement tendance à. Écoutez, je ne sais pas si vous comprenez, mais les personnes calmes, aimables, flexibles, équilibrées, n'attirent que de bonnes choses. La santé, vous verrez à la fin du cours, moins de graisse. Moins de problèmes de santé, une belle peau. Je ne sais pas si vous comprenez, mais même moi, tu vois, je souffre de cellulite, de vergeture. Je souffre de points noirs, de boutons. Ce dont tu souffres, c'est soit l'esprit de ta mère qui a mal agi, soit l'esprit de ton père qui a mal agi, soit c'est ton propre esprit. Et pire encore, selon ce que fait ton esprit. Non seulement il ne répare pas ce que l'esprit de ta mère a mal fait, ce que ton père a mal fait, mais en plus il ne va pas arranger ta vie et il va encore transmettre ça à ton enfant. Tu as l'opportunité de corriger l'esprit de ta mère, l'esprit de ton père, pour sauver ta propre vie à la fin, et transmettre cela à ton enfant. Maintenant, si tu ne le corriges pas, vous comprenez ça? Vous voyez à quel point tout cela est sérieux. Regardez, des dents supérieures projetées vers l'avant peuvent signifier une éducation maternelle trop gâtée. Si quelqu'un a les dents qui avancent, les dents supérieures du haut, faites attention, cela peut vouloir dire que la mère ou la grand-mère sont en train de choyer. Parfois, la grand-mère gâte pour compenser ce qu'elle n'a pas fait pour ça. Propre fille, l'arcade inférieure, représente les relations avec le Père. père. Voilà. Vers, neuf, terre. Oui, tu apprendras. Des dents inférieures tordues ou mal formées peuvent indiquer une éducation paternelle, rigide, légaliste, conservatrice, religieuse. Regarde ça. Des dents tordues en bas, rien qu'en regardant les dents tordues en bas,
Tu peux dire, cette personne a eu une difficulté avec son père. Donc, si tu as été l'enfant d'un père très légaliste, machiste, il se peut que tu aies les dents intérieures et inférieures tordues ou mal formées, ou encore un problème au niveau de la partie inférieure des dents. Regarde ça. C'est incroyable ou pas? Le côté gauche des dents représente la peur. Dans les veaux, regardez ça, les amis. Le côté gauche des dents, regardez, posez la main là. Cela représente la peur en évolution. Si quelqu'un a un problème du côté gauche de la bouche, s'il y a un souci dentaire, et salut au dentiste qui nous regarde, envoyez ça au dentiste. Maintenant, de l'autre côté. Le côté droit des dents indique les conflits générés par l'extérieur. Un problème du côté droit dentaire peut signifier des problèmes financiers, de formation, de mariage, de statut ou quelque chose d'externe. En d'autres termes, regarde cette révélation. Côté gauche des dents, problème interne. Côté droit des dents. Rien qu'en le disant. Tu vois, je peux lire la main, lire les cartes, je peux lire les dents. Va voir un iridologue, ces spirites sont des iridologues, non? Ils lisent les yeux, les petits points dans les yeux. Mais ça marche, parfois ça ne marche pas, ce n'est pas toujours précis. Mais quand tu fais d'une approche holistique, regarde juste les dents. Côté gauche des dents, tu as un problème du côté gauche des dents? Qui peut me dire qu'il en a un maintenant? Tu as un problème du côté gauche? Problème interne. Tu as un problème externe? C'est du côté droit. Côté droit, problème externe. Intéressant, non? Donc, ceux qui ont un problème du côté gauche, c'est qu'ils ont un problème interne avec eux-mêmes, quelque chose qui doit être résolu psychologiquement. Côté droit, externe, problème avec les autres, le monde extérieur, dehors. Incroyable, pas. Et ceux qui ont des deux côtés, problème général, interne et externe. On pourrait parler de la taille des hanches, des fesses, des épaules, de la poitrine, des seins, de l'abdomen, du mollet, du double menton, en plus du relâchement cutané, de la graisse localisée, des poignées d'amour. Tout en nous parle, révère. Dans la matérialisation de notre esprit. Tu veux voir? Regarde maintenant une série de révélations. Exemple, ceux qui ne pardonnent pas quelqu'un peuvent avoir des maladies au niveau de l'abdomen ou de la graisse dans la région abdominale. Les désirs et rêves frustrés génèrent de la graisse et des problèmes au bras. Faux la rate, ici c'est faux, alors, viens corriger. Et ceux qui mangent beaucoup? Ce sont des symptômes d'anxiété et d'un manque de maîtrise sur l'un des trois temps de la vie. Qui s'en souvient? Nous en avons parlé dans le cours 62. L'attachement au matériel, la colère et l'arrogance provoquent des maladies au niveau de la taille. Les renseilleurs génèrent de la graisse et des poignées d'amour. Les fans détestent les poignées d'amour, n'est-ce pas? Ça ne sert à rien de faire un régime, de l'éducation alimentaire, de la rééducation alimentaire, d'aller à la salle de sport, si tu as. La renseillure fait grossir ceux qui y sont prédisposés et empêche aussi les minces de prendre du bon poids. Cardone. La renseillure t'empêche d'avancer. Ça ne sert à rien d'aller à la salle de sport en étant plein de renseillures. Les personnes avec de grosses fesses n'acceptent pas d'être contrôlées. Elles sont généralement autoritaires. Les personnes avec des fesses bien dessinées sont courageuses et déterminées, mais comme elles sont indépendantes, elles ont du mal à être dans la vérité. Les personnes qui ont un double menton, une bajou sous le menton, détestent être critiquées car elles sont très sensibles et n'aiment pas les vérités. Ce que je dis est tellement vrai que beaucoup de gens doivent être là. Et. C'est tellement vrai que c'est même prouvé scientifiquement. Ces personnes qui ont des bajous, si tu leur dis une vérité, leur double menton gonfle et grossit pendant que tu es en train de leur dire la vérité. Des mollets fins invitent de la peur. Des mollets toniques indiquent une confiance en soi excessive. Les ressentiments peuvent provoquer une accumulation de graisse localisée dans les muscles pectoraux. Et aussi, par conséquent, ce que les fans ne supportent pas, le relâchement des seins. Eh bien, pour s'en débarrasser, le ressentiment peut même faire tomber les seins. Bien sûr, il y a la question de la génétique, mais le comportement de l'esprit. Ça accélère. Avant que quelqu'un n'écrive ici en bas, la génétique. Le problème, c'est que l'esprit accélère. Comme je l'ai dit, ton esprit est responsable de résoudre les problèmes du passé, père et mère, de résoudre les problèmes du présent, toi-même, et de résoudre les problèmes du futur, tes enfants. Ton esprit est responsable du présent, du passé et du futur.
Des seins fermes indiquent de la force et de la détermination, mais auront du mal à se dépasser elles-mêmes. Les femmes avec des hanches longues sont sensibles, mais ce sont d'excellentes mères et épouses. Qui veut se marier ici? Ah. Une femme avec des hanches longues. Ce sont d'excellentes mères et épouses. Les femmes avec des hanches étroites sont fortes, mais elles disputent avec leur futur mari, ou leur mari actuel, les décisions importantes. Une hanche fine. Veut avoir son mot à dire, veut commander. L'a vu? Des épaules larges représentent le courage, tandis que les épaules étroites représentent la mélancolie, et ont besoin de beaucoup de compréhension de la part de leur entourage. Si vous avez un handicap, un problème physique du côté droit de votre corps de chair, cela indique généralement que vous avez un conflit avec des femmes, que vous avez un problème avec une femme, aujourd'hui, ou à cause du passé. Regardez comme c'est intéressant, si vous avez un problème physique, n'importe quel problème physique, du côté droit de votre corps, vous avez un problème avec les femmes. Et si c'est une femme, si vous êtes une femme, c'est avec une femme, et si vous êtes un homme, vous avez des difficultés à vous entendre avec le sexe opposé. Je parle de femme dans tous les sens. Si c'est une femme qui a un problème du côté droit, cette femme a du mal à se lier avec d'autres femmes. C'est du côté droit. Donc c'est avec une femme que vous avez un problème. Ceux qui ont un problème de déficience ou d'anomalie du côté gauche du corps sont des personnes qui ont des conflits avec des hommes. Et si c'est des deux côtés, tu sais déjà, non? J'espère. C'est de la sagesse indienne, chinoise, du Moyen-Orient. En visagisme, on regarde de façon duale. Pour la femme, regarde comme c'est intéressant ici dans le visagisme. Oui, les grandes professionnelles, des salons de coiffure, des instituts de beauté, de l'harmonisation faciale. L'harmonisation faciale. Oui, le comblement des lèvres. Toutes ces personnes qui travaillent aujourd'hui dans ces domaines, l'esthétique. Les cliniques d'esthé, écoute bien, les personnes qui ont aujourd'hui une clinique d'esthétique suivent des cours de visagisme. Oui, l'original. C'est-à-dire le visagisme. Ce n'est pas pour nous ici, l'original. Mais le visagisme, c'est ceci. Regardez comme c'est intéressant, les amis, c'est vraiment bien tout ça. Pour les fans, le visagisme vous apprend qu'il faut regarder leur côté droit. Vous saviez ça? Même pour faire une évaluation. On n'évalue jamais une femme par le côté gauche, seulement par le côté droit. Donc, il faut prendre son profil du côté droit, et là vous aurez une idée de ce qui lui va, quelle coiffure lui convient, quels vêtements lui vont, quels bijoux sont faits pour elle. Et pour les hommes, on regarde le profil du côté gauche. C'est intéressant, non? Regardez comme cette image est magnifique. Regardez cette image qui s'affiche sur votre écran. C'est génial, non? Seule elle, si tu es sage, si tu ne le es pas, tu n'as rien remarqué. Elle. Celle sur ton écran. Alors, là, on a, tu vois, hexagonal, rond, les personnes les plus faciles à gérer, n'est-ce pas? Triangulaire, rectangulaire, carré. Regarde, il y a un delta vers le haut et un delta vers le bas, tu vois? Hexagonal à nouveau. Il y a le et il y a le. Tu vois qu'il y a l'hexagonal à côté droit et l'hexagonal, à base droite, le losange et l'ovale. Donc, les personnes qui ont un visage plus circulaire, sont plus faciles à gérer. Regarde cette photo-là, que Luisa a aussi sélectionnée, pour illustrer des personnes que vous connaissez. Tu vois? Intéressant, non? Vous vous êtes déjà reconnu dans tout ça ou pas? Qu'est-ce que vous êtes? Maintenant, on ne va pas parler d'apparence extérieure, mais des membres externes qui révèlent ce qu'il y a à l'intérieur, qui font ressortir ce que vous êtes, dans votre comportement social et individuel. C'est ce que je dis toujours, le spirituel, l'esprit façonne, la chair. Alors, connectons avec un autre cours très important pour conclure, qui est « Personne ne change, on ne fait que se révéler ». N'est-ce pas? Alors, où est ta carte d'identité? Où est votre identité? On y va? Notre souverain maître a dit, est-il possible de récolter des raisins sur des buissons d'épines? Ou des figues sur des mauvaises herbes?
De la même manière, l'arbre du bien produit des fruits bons et l'arbre du mal produit des fruits mauvais. Et un mauvais arbre peut-il produire de bons fruits? Professeur, c'est tellement simple. C'est simple, mais les gens n'apprennent pas. Qu'un fils d'Abel est fils d'Abel et qu'un fils de Caïn est fils de Caïn. Caïn, c'est ça, vendredi. Abel, c'est ça, supplémentaire. Et tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu, c'est-à-dire. Dieu règle la situation? Il y a une solution? Il y a un changement? Le feu brûle, l'arbre non. Tu connais la différence entre chance, malchance, coïncidence, mathématiques pures, croisement quantique, synchronicité et interférence. Qui se souvient de ce cours? Qui est de cette époque? C'est pour ça que c'est difficile. La chance et la malchance, pas besoin de commentaires, non? Tu sais déjà ce que c'est, la chance et la malchance. La chance et la malchance existent-elles? Oui et non, n'est-ce pas? Il n'existe pas de chance au sens du mysticisme. Mais il existe de la chance dans quel sens? Ici, regarde. Mathématiques. Fois. Parce que les mathématiques pures, ce sont les possibilités de croisement. On parle de probabilité mathématique. Et puis, il y a le croisement quantique qui se produit quand on a de l'affinité et qu'on crée une connexion. Mais il existe aussi ces croisements qui sont des coïncidences. Et cette connexion qui existe parfois, elle génère de la synchronicité. Si ce n'est rien de tout cela, si on passe tout au crible, alors oui, cela peut être une interférence. Et qu'est-ce que font les églises? Elles transforment tout cela uniquement en interférence. Pour eux, tout est interférence, tout est Dieu. Rien n'est plus un choix de l'homme, n'est-ce pas? Ce n'a jamais été la chance, ça a toujours été Dieu. Ce n'a jamais été la chance. Le Créateur est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. C'est-à-dire, cette immuabilité ne montre-t-elle pas déjà que personne ne change? Le professeur Polo a parlé des vases qui sont nés pour l'honneur et des vases qui sont nés pour le déshonneur. Ce n'est pas clair? Une chose, comme ça, les grands moments de la philosophie X, n'est-ce pas? Si nous mourions aujourd'hui, on ferait une grande reprogrammation. Quels sont les grands moments de la philosophie X? Le jour où vous avez appris qui est le diable. Le jour où vous avez appris que Dieu n'intervient pas. Oui ou non? Mais l'une des plus grandes maximes est qui est le diable? C'est ton ego. Deuxième, qui est la dualité, n'est-ce pas? La dualité. Deuxième, la justice de Dieu, qui est la non-intervention de Dieu. Jamais Dieu n'est intervenu. Pour une personne individuellement, il est toujours intervenu pour le tout, l'ensemble et l'unité. Et quand le facteur Melchizedek est intervenu seul, c'était pour sauver quelqu'un qui ne savait pas, qui ne savait pas. Celui qui sait déjà, il n'y a pas de signe. C'est vrai ou pas? Celui qui sait déjà, il n'y a pas de signe. Ce jour-là a été difficile, n'est-ce pas? Quand tu es arrivé à cette compréhension. Mais il existe une troisième compréhension pour clore le delta de l'histoire de l'ex, qui est brutale. L'ex aborde plus de 1000 sujets, mais ces trois-là sont indispensables. La troisième, c'est personne ne change. Oui, le jour où j'ai donné ce cours, c'était ce jour-là, magnifique, regarde. Vous riez même de ce moment que quelqu'un a coupé, ce n'était même pas moi. Parce que, à ton avis, qu'est-ce que ceux-là qui n'ont jamais rien été, jamais rien fait, jamais rien produit, vont produire ici? Personne ne change. Moi, le Créateur est le même, les récipients naissent, se révèlent, et puis, quand on aborde la dualité, soyons honnêtes, après que vous ayez suivi 63 cours avec moi, avez-vous ou non vu la dualité partout, dans la Bible et en dehors de la Bible? Partout. Même dans la prise électrique à côté de vous. La question de l'interférence, l'avez-vous vue à un moment donné? Après, nous avons vu toute la Bible. Ces derniers mois, nous étudions, nous avons vu toute la Bible. Avez-vous vu un seul cas où Dieu est intervenu pour aider quelqu'un tout seul?
Vous souvenez-vous d'un cas où Dieu a fait une exception? Y a-t-il eu un cas d'exception? Celui-ci, je vais l'aider. Ah. Et maintenant, pour la troisième matière la plus importante et indispensable, je vous demande, qui a changé son essence dans l'histoire biblique et en dehors de la Bible? Gédéon s'est-il perdu? L'un des prophètes? L'un des patriarches? Alors regardez, la seule fois où l'on voit quelqu'un changer pour le bien, dans les rares cas, comme par exemple Nabuchodonosor, la famille d'Hérode s'est entièrement perdue. La famille d'Hérode était mauvaise, du début à la fin. Mais quand on voit Nabuchodonosor changer, tu vois bien qu'on peut changer. Mais qu'est-ce que tu as là? Le cas de quelqu'un qui n'a jamais connu la vérité, qui aimait et a été fidèle à ce en quoi il croyait. Dès la première occasion où il a compris la vérité, il a changé pour toujours et il est mort. Avec cette métanoïa. C'est-à-dire, c'est parce qu'il n'a jamais su. Si vous remarquez, je fais un lien entre Dieu n'intervient pas et personne ne change. Dieu n'intervient pas est aussi important que personne ne change. Et si tu ne comprends pas ce cours 63 dans ta vie, personne ne change. Professeur, je ne sais pas pourquoi vous avez relié ça à la physiognomonie. Parce que la physiognomonie, personne ne change. Ce qui est sur ton nez, ta bouche, ton visage, ta peau, ta couleur. C'est ce que tu es. Tu vas devoir faire avec et travailler avec ça. C'est écrit, Maktub, tu comprends. Alors, en quittant le physique et en terminant le cours sur le métaphysique, en concluant de manière spirituelle, je vous dis, les grandes douleurs que vous traversez, les souffrances que vous endurez, c'est parce que vous ne comprenez pas que Dieu a laissé le cosmos ainsi. Personne ne change. Première chose, pourquoi souffres-tu autant dans la vie? Parce que tu n'acceptes pas la dualité. Tu dois apprendre à aimer le mal. Le mal existera toujours et tu dois l'utiliser à ton avantage. Écris ceci, tu dois utiliser le mal à ton avantage. Le mal viendra toujours. Le mal ne sera pas extirpé, anéanti, détruit. Le mal doit être utilisé à notre avantage. C'est clair ou pas? Tu dois aimer le mal. Tu dois préparer un café pour le mal. Tu sais que le café, le mal va frapper à ta porte. Le mal sera toujours en train de sonner à la porte, non? Alors, tu sais, il faut déjà avoir un lit prêt pour lui. Un lit, tu prépares déjà le café. Ça arrive mal. Deuxième chose, tu souffres autant parce que tu n'acceptes pas que Dieu n'intervient pas. Quand tu acceptes que Dieu est juste et que tu n'es pas le petit privilégié à papa, tu ne souffriras plus autant de frustration. Et troisièmement, arrête de croire que cette situation autour de toi va changer. Je ne sais pas si vous avez compris, mais qu'est-ce qui guérit vraiment la dépression dont on a parlé au dernier cours dans la psychologie originelle? Des frustrations. Un ego personnel qui a généré des frustrations, a créé des rêves utopiques inaccessibles et ensuite des frustrations. Je ne sais pas si vous comprenez, mais le lien entre le cours 62 et le 63 est ici. C'est pour ça que c'est la suite de la psychologie originelle. Parce que tant que tu penseras que ça change, tu seras esclave de la même situation. Tu es en boucle. Tu es dans un mouvement cyclique. Et tu vas rester là-dedans. Quand tu te libéreras et que tu crieras, Luzmar, Sonia, quand tu crieras et diras, j'ai compris, je lâche prise, j'ouvre mes mains et je laisse partir ce à quoi je me suis accroché toute ma vie. Je laisse partir, je libère, je laisse aller. J'ai compris que ça ne change pas. Tu comprends que le cours d'aujourd'hui est la suite de la guérison de la dépression? Parce que si tu ne comprends pas que les choses ne changent pas, c'est un rêve utopique, inaccessible, qui va générer de la frustration, qui va mener à la dépression. Beaucoup de personnes sont dépressives, précisément parce qu'elles veulent croire à un changement. Si tu te libères aujourd'hui et que tu lâches prise, cette exigence si forte que tu as envers toi-même, envers les autres et cette idée qu'il faut changer,
Tu sais quel est ton problème? Tu as passé toute ta vie à dire qu'il fallait changer. Alors qu'en réalité, ce que je vous enseigne, c'est qu'il faut accepter. Les églises prêchent, changent. Moi, je prêche, accepte. Accepte ton origine, ta condition, accepte qui tu es. Accepte le mal, accepte le malheur, accepte les choses telles qu'elles sont. Accepte tout simplement. Donc, ce troisième cours, parmi les 3 matières, est très important pour arracher une bonne fois pour toutes, en empêchant toute nouvelle frustration. La frustration, c'est la foi mal appliquée. Un espoir mal placé engendre de la frustration. Professeur, mais je ne comprends pas, l'école ne doit-elle pas évoluer? Elle doit évoluer, pas changer. Je ne comprends pas la différence. Évoluer, c'est quand tu as changé, que tu as fait la metanoia, c'est-à-dire un demi-tour, les 180 degrés qui sont la conversion. Et alors tu avances vers l'évolution, en évoluant toujours dans la même direction convertie. Donc, tourner, changer, se convertir, tu ne le fais qu'une seule fois. Évoluer, c'est toute la vie après la conversion. Évoluer, je peux évoluer aussi bien vers l'avant que vers l'arrière. Évoluer, c'est avancer. Si tu refuses d'évoluer, tu peux aussi évoluer vers le mal. La personne qui m'écoute maintenant et qui ne veut pas vivre la métanoïa, qui n'a peut-être même plus de chance, parce qu'elle a déjà, oui, dévalorisé la seule opportunité qu'elle avait. Elle va aussi évoluer, mais elle va évoluer vers le mal. Professeur. Il n'y a personne, il n'y a pas d'être humain qui ne soit pas en train d'avancer. Tu comprends? Soit vers l'avant, soit vers l'arrière. Tout le monde avance. Maintenant, la métanoïa, il n'y en a qu'une seule. En médecine, l'évolution se passe comme ça. Le médecin fait un compte rendu quotidien. Le patient a évolué. Alors il peut évoluer du lit à l'unité de soins intensifs, où il évolue du box d'urgence vers une observation plus tranquille, où il peut évoluer vers la guérison, où il évolue vers le décès. C'est toujours une évolution. Positif ou négatif? Même si c'est négatif, n'est-ce pas? Oui. Les églises trompent et se laissent tromper, en prêchant le changement. Vous avez déjà remarqué que les églises, écoutez, je sais, il y a des évangéliques qui me regardent et qui sont très tristes à cause de moi. Catholiques. Mais vous devez comprendre. C'est la vérité. Les églises trompent. Vous savez pourquoi? Parce qu'elles prêchent le changement en permanence. Qu'est-ce qu'une église prêche? Les gens. Qu'est-ce qu'une église prêche? Les gens. Le changement. Vous savez à quel point cela génère de la frustration? Notre psyché se forme, jusqu'à l'âge de 25 ans, n'est-ce pas? Avec jusqu'à 10 références auxquelles nous nous identifions pour notre formation ontologique, c'est-à-dire notre être. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Avant cela, il est possible de dire « tu vas changer ». Et c'est pour cela qu'il y a de la confusion dans les églises, parce que oui, la personne qui a commis des erreurs, des gaffes, des bêtises, voire même des crimes, avant 25 ans, sans formation ontologique, elle peut changer. J'ai des élèves qui ont commis des choses horribles à 14, 16, 18, 20 ans. Et aujourd'hui, ce sont des êtres humains irréprochables, matures, qui ont fondé une famille, suivi leur propre chemin, qui ont honte de leur passé, qui, s'ils le pouvaient, renaîtraient pour tout changer. Mais à l'époque, ils ne connaissaient pas la vérité, et ils ne referont plus jamais ces erreurs. Tu l'as compris? C'est possible? Oui, quand tu étais en train de te former. Mais ne viens pas me dire que quelqu'un de 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70 ans ne sait pas ce qu'il fait. Cette personne a déjà une psyché formée. Après 25 ans, ou à peu près, la psyché est formée. Tu es qui tu es, tu sauras qui tu seras. Il n'y a pas deux conversions, il n'y a qu'une seule. Metanoia. C'est pour cette raison que le professeur Polo a dit, dans le chapitre 4 de l'Épître aux Éphésiens, un seul baptême. Pourquoi a-t-il dit un seul baptême, ce que les gens ne comprennent pas? Parce qu'il n'y a qu'une seule mort à ton ego. Romains 6. C'est une seule mort à ton ego. La metanoia n'est qu'une seule. C'est aussi ce que dit Hébreux 10.
Aux Galates, il a enseigné sur les fruits du bien, qui s'en souvient, et les œuvres du mal, la chair et l'ego, cela montre bien que nous ne changeons pas. Personne ne change, on ne fait que se révéler. Pourquoi se révèle-t-on? On enlève les vêtements, on enlève le masque. La sincérité est le mot qui signifie sans masque, sans cire. On enlève le voile, on révèle. Si tu n'as pas encore compris, aux Galates, il dit ceci, ces personnes qui sont du bien, qui ont l'Esprit de Dieu, ces personnes-là ont la longanimité, la douceur, la paix. C'est un fruit, c'est un ensemble. C'est un ensemble de fruits. Aujourd'hui, les jeunes utilisent ce terme. Les entreprises aussi, le combo, n'est-ce pas? C'est un combo de fruits. Maintenant, ces fruits du mal, de la chair, de l'ego sont la vengeance, l'envie, la jalousie, la colère. Je ne sais pas si tu as compris, mais tout cela est connecté dans un ensemble, dans un combo, de ce que tu es. Si vous n'avez pas encore compris, il n'est pas possible qu'une personne soit douce et en colère en même temps. La colère arrive, mais elle est surmontée. Elle est douce. Avant tout, c'est la douceur qui l'emporte. C'est toujours la douceur qui l'emporte. Regarde, l'instant peut être de colère, mais le film de sa vie est fait de douceur. Je ne sais pas si vous comprenez la différence entre une bonne personne et une mauvaise personne, ou une personne qui s'est révélée mauvaise. C'est que la bonne personne, elle se trompe tout comme la mauvaise. Mais dès qu'elle a commis une erreur, il ne se passe même pas quelques secondes, immédiatement, un poids maléfique de tout ce qu'elle a fait s'abat sur elle. Et elle veut réparer tout de suite. Et elle veut corriger, et elle veut toujours faire ce qui est juste. Mais la mauvaise personne, elle a banalisé l'erreur. Alors tu sais ce que dit l'Église? Continue à avoir confiance, ton mari va changer, ta femme va changer, ton fils va changer, ta mère va changer, ton voisin va changer, ton patron va changer, je ne sais pas qui va changer, mais il ne changera pas. Mets-toi à genoux, Jésus a du pouvoir. Oui, Jésus a du pouvoir. Mais plier le genou pour envahir le libre arbitre de quelqu'un, pour changer juste parce que votre genou le veut. Écoute, la personne a une totale liberté d'être qui elle est. Elle sera qui elle voudra être, et elle se révélera. Alors si son esprit, pour revenir à la physiognomonie, elle est née avec le nez comme ça, les yeux comme ça, les oreilles comme ça, les cheveux comme ça, peu importe. Je ne sais pas si vous avez remarqué, toutes les personnes ont une dualité, des avantages et des inconvénients. Tout doit être travaillé. Tout est à la fois avantage et inconvénient. N'est-ce pas? Si son esprit travaille avec ce qu'elle a hérité de ses parents. Vous vous souvenez d'une de mes grandes études anciennes qui parlait de l'héritage reçu? Qui s'en souvient? Je m'en souviens. Tu as un héritage reçu, mais tu dois l'alchimiser. Tu dois avoir une éducation, une évolution qui change cela. Donc, à l'époque, je disais, tu n'es pas coupable de ta génétique. Tu le es? Je n'ai pas dit dans le cours. 62 à propos d'eux. Je n'ai pas demandé à exister? Oui. Tu n'es pas coupable de ta génétique. Tu n'es pas coupable de l'éducation que tu as reçue, n'est-ce pas? Tu n'es pas coupable de l'éducation que tu as reçue. Tu n'es coupable que d'une seule chose, dans ce triangle, de ce que tu vas faire à partir de maintenant. C'est là qu'intervient le sang de Jésus, Daniel, parce que je suis Éden, de la lumière. Et il m'a exclu ma mère et mon père, et il m'a exclu mes grands-parents paternels et maternels. Mais ce que je vais faire de l'éducation que j'ai reçue, de la génétique que j'ai reçue, la responsabilité m'appartient entièrement. Les qualités que je vais accepter et conserver, les défauts que je vais corriger. C'est pour cela qu'il est impossible pour quelqu'un de blâmer son père et sa mère, de blâmer l'endroit où il est né, pourquoi il est né, comment il est né. Parce que tous ont l'opportunité spirituelle et juste de transformer. Tu peux transformer toute la génétique que tu as reçue et toute l'éducation que tu as reçue. Grâce à quoi? À l'évolution. Et cela, je l'ai révélé à l'époque, c'est la véritable
Maudite, oui, malédiction héréditaire. C'est ça, là. Véritable. Malédiction héréditaire. Quelle est la malédiction héréditaire? C'est de ne pas évoluer et de continuer, de perpétuer ce que tu as reçu de tes parents. Alors, en supposant que tu aies une mauvaise génétique, même si tout est dual, et en supposant que tu aies reçu une mauvaise éducation, même si tout est dual, tu as un choix, la continuité ou le changement. Tu comprends? Et si tu choisis la continuité, c'est ça la malédiction héréditaire. Tu es responsable de la malédiction héréditaire. Il n'existe pas de malédiction héréditaire qui t'est tombée dessus de façon mystique. C'est toi qui décides si la malédiction continue ou non. Le Créateur nous confie la responsabilité de l'administration d'un temple. C'est ça. Et parfois, on reçoit un temple en désordre, sale, avec des rénovations à faire. Mais une bonne gestion, une bonne prise en charge de la responsabilité de ce temple va nous permettre de transformer ce temple et de le rendre impeccable. Exactement. Freud disait que, lorsque la douleur de ne pas vivre devient plus grande que la peur du changement, la personne change. Je sais que je dis toute une série de choses qui nécessitent du silence pour réfléchir. Il suffit de revenir sur le cours, de mettre sur pause, de transcrire, de regarder l'écran, d'écouter à nouveau, de répéter. Cependant, les personnes qui changent par opportunisme, par circonstance, pour survivre, subissent de fausses. Conversion. De quoi sont faites les églises? Des fausses conversions. Mais, professeur, je sais, j'ai un témoignage. Tu as déjà remarqué? Il y a 3 sujets. La dualité, Dieu n'intervient pas. Et personne ne change. Quand je parle de dualité, les gens disent « j'ai un témoignage, j'ai vu le diable ». J'ai été possédé, j'ai vu quelqu'un. Avec un démon, j'ai vu le démon. Je l'ai ressenti, il m'a frappé. Il est venu dans mon rêve. Il m'a traîné. Tu dis que Dieu n'intervient pas. J'ai un témoignage. J'ai été guéri, les médecins m'avaient condamné. Puis tu dis que personne ne change. J'ai un témoignage. J'ai changé. Il n'y avait plus d'espoir pour moi. Telle personne que je connais, il n'y avait plus d'espoir non plus. Mais Dieu a changé cela. En réalité, qu'est-ce que c'est? Adaptation psychique. Et l'adaptation psychique, ce n'est pas un changement. Mais je connais beaucoup de personnes qui ont changé de vie dans mon église. Je vais t'expliquer. On y va? Qu'est-ce qui se passe? On a arrêté de vendre son corps pour vendre l'évangile. On a arrêté de vendre de la drogue pour vendre la parole de Dieu, la musique de Dieu. En réalité, les gens qui sont dans les églises, ils ont juste changé de décor parce qu'ils font la même chose maintenant, mais de façon plus sécurisée. D'ailleurs, les gens fréquentent, je connais bien le fonctionnement des églises. Les gens vont à l'église en espérant trouver un époux, une épouse, une famille, des enfants, un emploi. Et si ça marche, alors là oui, ils suivent ce chemin. Et j'en ai eu marre de participer à des discussions avec des gens. Puisque Dieu n'intervient pas, je vous l'ai toujours dit, puisque Dieu n'intervient pas, c'est nous qui allumons le feu, la pyrotechnie. Dieu envoie-t-il le feu? Intervient-il de nos jours, comme c'est écrit dans la Bible? Non, n'est-ce pas? Puisqu'il n'envoie pas, c'est moi-même qui allume le feu. Donc, ce que j'ai toujours participé à des réunions où les gens disaient, celui-là qui arrive, c'est un consommateur? Non, il n'est pas dans une maison de réinsertion. Oui, on fait quoi alors? On va lui trouver une épouse. Qui est-ce qu'on a chez les jeunes? Si on rapprochait telle et telle personne, on sait déjà que si on met une femme dans sa vie, peut-être qu'il va se reprendre, qu'il aura une motivation pour sortir de la drogue. Alors, on aide, donne-lui un emploi. Tu connais, tu sais, un certain entrepreneur? Ah, ils le font. C'est beau. L'empathie, l'affection, le travail social. Je ne dis pas le contraire. Mais ce n'est pas une intervention de Dieu, c'est un changement, une adaptation psychologique. D'ailleurs, ce que j'ai vu toute ma vie dans les églises, c'est que ce mariage qui a été très beau à l'église et auquel j'ai même assisté,
Ensuite, ce mariage échouait. La personne allait où? Elle retournait immédiatement dans le monde où elle vivait. Et parfois, elle revenait même pire. Alors, était-ce un changement venant de Dieu? Mais ceci est la parole de Dieu, c'est l'Évangile. Dans la Bible, toute personne qui change, change pour toujours. Tu ne verras pas dans la Bible, dans l'Évangile, quelqu'un qui s'est présenté devant Jésus, a connu la vérité et ensuite est revenu en arrière, a régressé, oui, a évolué. Mais qu'est-ce qui se passe dans les églises aujourd'hui? L'Évangile en plastique, l'Évangile artificiel. L'Évangile qui change. Mais en réalité ne change pas, il s'adapte. Adaptation psychologique. J'ai compris? Alors, je vais maintenant parler pour conclure de la sagesse de l'élastique. Je vous dis toujours que, tout comme un élastique que l'on étire, ne cède pas, ne te flexibilise pas à plus de 30% pour quelqu'un, car les signes de décalage révèlent que vous n'êtes pas compatible. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que je parle du fait que personne ne change. Beaucoup de gens attendent un changement de quelqu'un. Mais si on dépasse les 30%, l'élastique ne reste pas détendu. Il doit rester détendu, légèrement fléchi pour apporter du bonheur, pour obtenir du bonheur dans un ouroboros de flexion. Je cède 30%, l'autre partie cède 30%. Même dans une école de Jésus, il y a plusieurs élastiques. Tout le monde cède. Un petit peu, mais tu ne peux pas vivre tendu, à cause de quelqu'un. Tu ne vas pas tenir le coup, n'est-ce pas? Vivre comme ça, tendu. Donc, on ne vit pas tendu. Tu n'as pas besoin de souffrir dans ton travail, là où tu habites, dans ton mariage, comme ça, tu vois. Tendu. Pour sauver. Vivre tendu, ce n'est pas possible. Nous n'avons pas été appelés à vivre tendu. Le serpent, la sagesse. C'est l'animal le plus flexible de tous, n'est-ce pas? Égaliser, ce n'est pas annuler, l'empathie. Égaliser, c'est annuler. Et annuler, c'est 0. Le chiffre serpent, le plus flexible de tous. Autant le 8 que le 0 sont les chiffres du serpent. Cède, aime et sois aimé, mais dans la compatibilité. Je pense que c'est une égalité. Je pense que c'est similaire. Je pense que c'est la même chose. Si tu ne comprends pas le professeur ici au XXIe siècle, enseigne les mêmes choses avec tes mots dans ta mission, à ton tour. Paul parlait de joug inégal. Moi, je ne vais pas parler de joug. Ici, il n'y a plus de bœuf. On ne décortique plus rien, ni de femmes. Allant à la rivière laver le linge. Vous connaissez quelqu'un aujourd'hui qui met le linge dans une bassine, un joug, et 2 femmes qui discutent en allant jusqu'à la rivière pour laver le linge? Vous connaissez quelqu'un? C'est rare, non? Très difficile. Alors, le professeur Akeo ne va pas parler de joug. Le professeur Akeo va parler d'élastique. Alors, le professeur Akeo parle d'élastique et vous dites, oui, moi je ne comprends pas ces trucs-là, je préfère la Bible. La Bible, c'est du passé mon cher, le joug c'est fini, maintenant c'est l'élastique. C'est juste pour que tu comprennes que le joug inégal, c'est un élastique inégal. Dans la métaphore du joug comme dans celle de l'élastique, c'est la même chose. 2 personnes ensemble portent un poids. Qu'est-ce qui est juste quand 2 personnes portent un poids? Et dans une école, pour se réunir comme école de Jésus, 15, 20, 30, 50, 100 personnes, elles portent tout un poids. Est-ce juste qu'une seule personne porte toujours les autres? Et après, les gens demandent où est passé tel professeur, tel organisateur. Est-ce parce qu'il a porté votre poids seul, trop longtemps et qu'il n'a pas tenu le coup? Parce que tout le monde devrait se donner la main et porter le poids ensemble. Alors, il faut qu'on apprenne à faire partie du groupe. Et surtout, il faut apprendre que personne ne change. Acceptez cela. Au moment où vous accepterez cela, voyez, les gens disent « Je veux que Dieu soit bon », mais pour qu'il y ait croissance, correction, liberté et vérité, il faut qu'il y ait le mal. C'est le mal qui évolue. Je veux que Dieu intervienne. Mais pour que Dieu intervienne, il doit respecter la volonté de l'autre, de l'autre, de l'autre, de tout le monde. Je veux que telle personne change. Mais pour qu'elle change, Dieu devrait interférer dans son libre arbitre et dans le choix de ce qu'elle veut être. Alors, acceptons 3 grandes maximes, le mal, la justice de Dieu,
Qui est l'égalité? Qui est l'égalité? Et que personne ne change. Nous avons commencé ce cours en riant à propos du nez de quelqu'un, des cheveux de l'un ou de l'autre. N'est-ce pas? Les protubérances. C'est très bien de connaître ces choses-là. Et ne pensez pas que c'est un cours simple. C'est un cours qui, si vous l'apprenez, vous permet de regarder quelqu'un et de lui parler. Les gens sont mystiques. Les gens sont mystiques, ils vont voir des prophètes, des gitans pour qu'on lise leur vie. As-tu déjà pensé à regarder quelqu'un et à dire, tu sais, ta dentition, la partie du bas. Tu sais, ta dentition à gauche, à droite, en haut. Tu sais si tes cheveux représentent telle chose en physiognomonie. Mais maintenant, comment allez-vous faire si vous n'arrivez même pas à prononcer physiognomonie? Alors, commençons, évoluons pour pouvoir présenter cela aux gens, faisons-le correctement. Parce que la meilleure façon d'apprendre, c'est d'enseigner, de transmettre le message. Et vous n'êtes pas là pour. Gardez tout ça pour vous, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Nous terminons ici ce cours. 63. Alors, voyez, nous sommes passés de la physique à l'anthropologie, la martiologie, la sotériologie, nous avons fait la psychologie originelle et maintenant nous allons, eh bien, retourner à l'anthropologie. Demain, le prochain cours sera l'anthropologie. Après l'anthropologie, nous aborderons la sexologie. Et après la sexologie, là, nous commencerons ces dernières merveilleuses leçons qui ont aussi marqué l'histoire. Que de choses, n'est-ce pas, chers amis de Dieu, quel miracle d'avoir fait tout cela en 72 cours. Vous savez que la physiognomonie est un sujet qui ne finirait jamais, n'est-ce pas, si on devait tout analyser. Mais si vous comprenez un peu, n'est-ce pas, une sorte de drague spirituelle? Je dis toujours, n'est-ce pas, l'analogie entre la relation et la spiritualité. C'est où ce n'est pas une drague. Arriver devant une âme féminine, et lui dire, tu savais que tes cheveux courts représentent la dualité, la fidélité, la loyauté, ils représentent. Ah bon? Ça, c'est de la physiognomonie. C'est une bonne technique de drague. C'est un bon début de conversation. Ici, il n'y a pas d'enlèvement. Ici, il y a des martyrs.